débuter cette émission, nous souhaitons revoir en images toutes les diffusions de 10 vidéos qui ont suscité la polémique sur les réseaux sociaux. Le droit, nous sommes des Gabonais, nous sommes africains, ok? Mais on ne va pas voir les femmes gabonaises pleurer comme ça. Vous avez des places et eux, ils n'ont pas de place. Ça va même pas exister. Voilà, non. On dit, parce que ici, là, moi je vais tout le temps chez vous faire les courses au Bénin. Je n'ai jamais vu une femme gabonaise assise au Bénin avoir une place ou un box. Ça n'existe pas. Donc, il n'y aura pas de raison que ici, dans ce marché à l'Ambariné, moi, tu vois, nos voitures là derrière. Que les moments là-bas, ce sont les places et vous allez avoir les places. Ça ne va même pas exister. Voilà, ça va même pas exister. Eric, moi, je vais à Cotonou. Je n'ai pas vu une femme à Cotonou. Je n'ai pas vu une gabonaise avoir une place à Cotonou. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas avoir les places ici là. Johnny, vous n'acceptez pas que les hommes n'ont pas les places. Vous allez aller contre Bénin. Bon, la dame. Oui, là qui vient. Non, là c'est le désordre. Non, c'est pas le désordre. Je suis le maire du 2e arrondissement. Oui. Là, vous êtes en train de poser un désordre. Non. Nous avions une présidente, nous avons une organisation. Une présidente des commerçants du Moyen-Orient. Nous avons une présidente du marché d'Isaac. Nous avons mis en place une organisation pour rentrer les femmes au marché. Les premières femmes à rentrer au marché, c'est celles qu'on a sorties des Kajubi qu'il y avait ici, on a installé ce marché, et qui se sont retrouvées à côté de cette barrière que vous voyez là. Les premières femmes. Donc les premières femmes à rentrer dans ce marché, ce sont ces femmes-là qu'il faut absorber. Madame. Alors bonsoir et bienvenue messieurs sur ce plateau. Bonsoir madame. Pour débuter cette émission, nous allons commencer par recentrer le débat. Comment en arrive-t-on là? Vu que vous êtes au premier plan de ce qui se passe actuellement, Monsieur Eric, je me tourne vers vous pour que vous puissiez prendre la parole. Si nous sommes arrivés là parce que c'est la non-distribution des places aux Gabonaises au détriment des commerçantes expatriées. Est-ce que c'était votre objectif de départ ou juste un hasard? C'est un hasard parce que quand on quitte Libreville pour Tibanga, le but c'est d'aller à Tibanga montrer les réalisations qui sont faites par les gouvernants actuels. Donc on devait regarder les plus grandes villes. Vous avez Lambaréné, Mouila, Fougamou, et puis Tibanga, c'était notre limite. D'accord. Et comment on en arrive à toute cette polémique en réalité? Si on arrive à cette polémique-là, parce que quand on arrive, c'est le dimanche, je ne sais pas, autour de 16 h comme ça, bon, on fait comme d'habitude, on présente les édifices au peuple gabonais qui se trouvent à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et après, on a été plus ou moins interpellé par les commerçantes gabonaises qui étaient dans les alentours en disant qu'elles n'ont pas eu de place au détriment des expatriés. Donc je les ai demandé de pouvoir prendre la parole. Elles ont dit non, elles avaient peur de prendre la parole. J'ai demandé pourquoi, parce que d'après eux, les dirigeants de l'Ambaréné, certains ne seront pas d'accord parce qu'après notre départ, il pourrait y avoir des présailles sur ces dernières-là. Et dans la foulée, moi, Tata Bertia, en qualité de femme, conseille la foule de femmes, sachant que ses sœurs étaient plus ou moins oubliées. Et ce qui est sorti est sorti. Hein. D'accord, monsieur Eric. Alors je me tourne vers vous, monsieur Nzingin Tundum. Bienvenue encore sur ce plateau. Merci. Que pensez-vous du discours de monsieur Eric et de cette situation présentée sur les réseaux? Bon, écoutez, madame, moi je pense que vous m'avez invité, c'est pour faire l'analyse d'un sujet et non l'analyse d'un discours. Alors, on va d'abord commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un État. L'État, c'est un ensemble d'institutions politiques, économiques, sociales et culturelles qui gouvernent un pays. Et qu'est-ce qu'on entend par dérive? Les dérives, ce sont des abus. Et qu'est-ce qu'on entend par commerce incontrôlé? Le commerce incontrôlé, c'est un commerce qui échappe à la législation ou au contrôle de l'État. Et donc, c'est d'abord le constat qu'il faut poser. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que depuis l'avènement des nouvelles autorités, donc le renversement de l'ancien régime d'Ali Bongo, et l'avènement des nouvelles autorités, notamment dirigées par Brice Clotaire Oligui Nguema, ils ont eu une volonté, c'est de rendre au Gabon sa souveraineté. Et on sait que les 3 points de la souveraineté d'un pays, il y a l'économie, il y a la communication et la monnaie. Et sur le plan économique, il y a des mesures qui ont été prises. Notamment la mesure qui a été prise le 12 août en Conseil des ministres, le 12 août 2025, qui a pour objectif l'interdiction aux étrangers d'exercer certaines activités sur le plan économique. Et d'ailleurs, je rappelle que le Gabon n'est pas un cas particulier. Au mois de juillet également, la Tanzanie avait pris la même mesure. Donc l'objectif de la Tanzanie, c'était de protéger les micro-entrepreneurs contre la forte concurrence étrangère
et puis permettre à leur économie de se développer. Donc, ce n'est pas le Gabon qui est le seul pays qui prend de telles mesures. Et donc, l'interdiction aux étrangers d'exercer certaines activités économiques, les activités de proximité. Quel était l'objectif de cette mesure? Renforcer la souveraineté économique du Gabon, encourager l'entrepreneuriat national et ensuite développer de l'emploi chez les jeunes et les femmes. C'est ça l'objectif du gouvernement. Alors donc, quelles sont les activités qui ont été ciblées par cette mesure? La coiffure, le commerce en ligne, transfert d'argent, la réparation des téléphones, l'orpaillage. Donc, toutes ces petites activités-là qui sont entre les mains des expatriés, l'État décide de faire en sorte que les Gabonais se réapproprient ça pour pouvoir faire baisser le chômage et permettre aux Gabonais d'avoir sa souveraineté économique. Alors, il y a eu bien sûr, face à cette réaction, face à cette décision, il y a eu des réactions. Bon, des réactions positives, des Gabonais qui ont salué la mesure, mais également des réactions négatives de la part de certains expatriés, etc. Et donc, je pense que c'est par rapport à ça qu'il y a eu certaines tensions sur les réseaux sociaux. Mais je tiens à rappeler ici que, avant de rentrer pleinement dans le sujet, je rappelle d'abord le contexte que ce soit les Béninois, les Togolais, toutes les populations qui vivent au Gabon, elles sont sous la protection de l'État gabonais. Et je ne sais pas s'il y a un conflit sur les réseaux sociaux entre Béninois et Gabonais. Il faut d'abord rappeler que le Gabon et le Bénin sont des pays amis sur le plan politique, diplomatique, et même ils ont des coopérations judiciaires. Donc, il n'y a pas un problème entre le Gabon et le Bénin. C'est quelque chose qu'il faut préciser. Alors, ce sont des tensions sur les réseaux sociaux qu'on va essayer d'éclairer comment nous en sommes arrivés là. Oui. Merci pour cette mise en contexte, Monsieur Ndiengui. Oui. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Éric Otete, pour vous demander ceci. Suite à cette polémique, serait-ce un malentendu ou une position assumée? Parce que le ton que vous avez employé était assez fort. Vous avez une position assumée? Développez, s'il vous plaît. Nous assumons notre position par rapport au commerce informel au Gabon, parce que nous savons bien que depuis un bon bout de temps, nous devons nous réapproprier notre commerce. Qu'est-ce qu'il faut-il faire alors? Ça dit qu'aller dans la rue parce qu'on n'est pas plus ou moins écouté par les autorités, donc on essaie de faire bouger les lignes. Et par cette occasion, Tata Bertie a fait bouger les lignes et a amené le gouvernement à prendre une décision pour pouvoir remettre tous ces petits métiers dans les mains des Gabonais. Cela signifie que par rapport aux mesures gouvernementales, vous pensez que c'est suite à votre action que le gouvernement a pris cette décision? Ce ne serait pas peut-être leur cahier de charges qu'ils sont simplement en train de suivre? Je ne pourrais pas dire que c'est suite à notre action que le gouvernement a pris cette mesure. C'est sûr et certain que le gouvernement a son cahier de charges parce que nous ne sommes pas dans le gouvernement. Ça, pour moi, c'est juste une coïncidence. Par rapport à votre position sur les réseaux sociaux, vous montrez, vous vantez même tout ce que le président Brice Clotaire Olingue Nguema est en train de faire aujourd'hui. J'aimerais vous demander, monsieur, le faites-vous simplement pour présenter aux Gabonais les différentes réalisations ou souhaitez-vous un intérêt de sa part quelque part? Ce qui est fait sur le territoire gabonais est fait avec l'argent du contribuable gabonais, et il y a ceux qui sont hors du Gabon et parfois qui ne regardent même pas vos chaînes de télévision, qui regardent parfois les activistes que nous sommes, Donc on a pris l'initiative de monter les réalisations de nouvelles autorités, simplement sans rien attendre en retour. D'accord, monsieur. Et par rapport à tout ce que le président est en train de faire et aux différentes mesures qu'il a prises, pensez-vous que les Gabonais sont réellement prêts aujourd'hui à pouvoir mettre la main à la pâte? Oui, je dis les Gabonais sont prêts à pouvoir mettre la main à la pâte. Moi, personnellement, je suis un plombier. Donc, j'en ai formé certains jeunes. Si on leur donne cette opportunité, les Gabonais vont se lancer. On a des maçons gabonais, on a des électriciens, on a des gens qui font le four. Sauf que beaucoup n'ont pas d'opportunité. Quand vous parlez d'opportunité, que souhaitez-vous dénoncer en réalité? C'est-à-dire que l'opportunité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, face à nos frères expatriés, les plus hautes autorités font parfois confiance aux expatriés au détriment des petits Gabonais. Mais quand il arriverait qu'à un moment donné qu'il y aurait plus des expatriés, donc on va se pencher vers la main-d'œuvre locale. Alors, monsieur Ndiengui Toutoum, que pensez-vous de ce que monsieur Éric vient de nous dire? Êtes-vous du même avis ou contre? Écoutez, madame, moi je reviens toujours sur l'analyse de la décision du 12 août qui provoque des polémiques actuellement sur la toile. Et d'ailleurs, j'ai été contacté parce que j'ai fait une petite historicité des relations politiques et diplomatiques entre le Gabon et le Bénin depuis 1970. Alors, comme je disais, la décision du 12 août a provoqué des réactions à la fois positives et négatives. Des réactions positives saluées par des Gabonais, des réactions négatives, parfois, on ne va pas dire tous les étrangers, parce que la polémique c'est avec les Béninois. Et on ne va pas dire tous les Béninois, certains Béninois.
Voilà, il faut recadrer les choses. Tous les Béninois ne viennent pas au Gabon en pirogue. Et tous les Béninois ne viennent pas au Gabon pour rester au Gabon. Il y a certains qui viennent en pirogue, il y a d'autres qui viennent, qui prennent leur visa, il y a d'autres qui viennent pour visiter, faire des conférences et puis rentrent. Donc, il ne faut pas mélanger tous les Béninois. Je crois que parmi les réactions, il y a eu, je n'ai pas vraiment suivi, mais je pense qu'il y a eu un problème au niveau du marché de Lambaréné. Voilà, un problème entre des Gabonais et des Béninoises qui devaient occuper la place sur un marché. Bon, écoutez, je reviens de façon assez simple. Moi, je fais une analyse plus ou moins objective. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que lorsqu'on donne la distribution des bourses, par exemple, au Gabon, pourquoi les Béninois ne se plaignent pas? Parce qu'il y a des mesures qui sont prises et des lois qui sont votées. Si tu n'es pas Gabonais, tu ne peux pas bénéficier d'une bourse. Que tu sois Béninois, Togolais, Malien, et ça, il faut être Gabonais. Pourquoi on ne voit pas les Gabonais, les Béninois ou les Togolais ou les autres nationalités aller se plaindre au CEDOC que nous, si on veut des passeports, vous êtes injuste, donnez-nous des passeports? Parce qu'il y a des lois pour bénéficier d'un passeport gabonais, il faut être Gabonais. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc, ce qui veut dire que quand on prend également des décisions comme ça, on construit un marché et on doit donner aux commerçants, on doit donner aux commerçantes. S'il faille qu'on privilégie les Gabonais, il faut qu'on mette en avant des lois. Ce sont des lois qui vont dire aux Gabonais, voici ce que vous devez faire et voici ce que vous ne devez pas faire. Et je pense que lorsqu'on arrive au problème de Lambaréné, pourquoi des Béninoises ont ouvert un marché, des Béninoises viennent s'installer? Mais parce qu'il n'y a pas de lois qui leur ont été données pour dire désormais, ce marché-là appartient uniquement aux Gabonais. Parce qu'un pays fonctionne à travers des lois. C'est bon. Et comme j'ai pour l'habitude de dire dans toutes mes conférences, il y a 4 choses qui rendent un pays fort. Une culture forte. Lorsque nous avons une culture forte, ça va nous amener à avoir un peuple fort. Et un peuple qui est fort va mettre en place des lois fortes. Et un peuple qui met en place des lois et des institutions fortes va permettre d'élire des dirigeants qui sont forts. Et puis, je tiens à rappeler que les décisions politiques et économiques qui sont prises par le chef de l'État, je ne le connais pas personnellement, mais je regarde un peu toutes les activités qui mènent pour le pays. Ce ne sont pas des TikTokers, on va dire singuliers, des gars isolés qui peuvent remettre en question des décisions d'un pays. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pour moi, j'ai pris ça avec beaucoup d'humour sur la toile. Quand j'ai vu les petits clashs entre Gabonais et Béninois, je prends ça vraiment avec humour. On est dans un pays. Et donc, pour revenir sur maintenant les propos de M. Eric qui disait que les Gabonais sont prêts à pouvoir, bien sûr, ici, prendre le contrôle de leur économie et tout ce qui va avec. Écoutez, il a son analyse. Comme on a pour habitude de dire, Paris ne se pas construire en un jour. C'est bon, le Gabon, depuis 1970, il l'a rappelé ici, on a été habitué dans la culture de l'emploi. C'est-à-dire, tu pars à l'école, tu termines, ensuite tu cherches un bon travail, une belle maison, et ça. Mais ce système, aujourd'hui, il est révolu. Aujourd'hui, on ne parle plus de réussir dans la vie, on parle de réussir sa vie. On peut réussir sa vie avec un niveau 6e, on peut réussir sa vie avec un niveau 3e. Alors ici, c'est de faire quoi? C'est de développer les compétences nécessaires qui vont permettre à l'individu de pouvoir accéder à un emploi qui va lui assurer à la fois le bien-être, à la fois social et économique. Donc pour revenir, est-ce que les Gabonais sont prêts pour pouvoir développer leur économie? Ben, c'est que moi je vais dire ici, on a encore besoin suffisamment de compétences. Il faut tuer beaucoup de choses dans le Gabonais, notamment le complexe. Mais ça déjà c'est quelque chose qui a été beaucoup tué parce que moi-même j'ai été à Lambaréné, à Isaac récemment et j'ai discuté avec les jeunes qui sont dans l'industrie du poisson. Ben, la majeure partie ce sont des jeunes qui pêchent le saumon, qui ont leur pirogue, qui sont dans ça. Donc il y a déjà cette culture-là de la honte qui est en train d'être tuée. Ensuite il faut développer la culture des petits métiers. Parce que peut-être qu'on néglige, mais quand on parle de la question du secteur informel en Afrique, c'est 80% de l'Afrique qui est dans le secteur informel. Le secteur informel crée 80% de la richesse dans les pays africains et emploie pratiquement 95% de la population active. Et donc, ce qui veut dire que si on diabolise le secteur informel fait la honte, mais à quel moment le Gabonais va se dire, ben, j'ai le Goué, j'ai l'Ampassa, j'ai le Como, quand est-ce que je vais exploiter les ressources qui sont à l'intérieur? Donc, il faut tuer ce complexe-là. Ensuite, à côté de ça, il faut accompagner ces mesures par des politiques d'accompagnement. Pas seulement le financement, mais les infrastructures sont aussi assez importantes. Donc, les infrastructures routières, les infrastructures de formation pour permettre aux Gabonais de se lancer dans le développement des petits métiers. J'ai cité tout à l'heure un exemple des petits métiers qui sont privilégiés, la coiffure. Ben, on peut ouvrir, cette fois-ci, des écoles, des centres où on forme véritablement des Gabonais dans la coiffure pour que le Gabonais sorte avec, on va dire, un certificat professionnel dans le domaine de la coiffure. Ensuite, nous avons également le commerce en ligne. Ça, il faut également des formations, accompagner ça par des formations, le transfert d'argent, réparation des téléphones, l'orpaillage. Ça ne doit pas se faire de façon artisanale, l'apprentissage sur le tas, mais ça doit se faire de façon progressive. Et donc, je pense que, est-ce que le Gabonais est prêt maintenant? Psychologiquement, le Gabonais est prêt. Et ensuite, au niveau des compétences, ça va suivre avec le temps. D'accord, merci M. Ndiengui. Alors, le Gabonais est prêt, oui, mais lorsqu'on voit les commerces de proximité, oui,
généralement, les autres nationalités qui le font se réveillent très tôt. Oui. Ils sont là de 7h30 parfois à très tard. Oui. Est-ce que les Gabonais aujourd'hui sont prêts à consentir ces sacrifices? Si je suis votre discours, madame, vous faites partie des gens qui estiment que le peuple gabonais est paresseux. Pas du tout. Je n'ai pas de position. Ça, c'est le discours que les gens estiment. Le peuple, les Gabonais sont paresseux, les Gabonais ne peuvent pas se lever à 6 heures, les Gabonais ne peuvent pas... Non. Il faut comprendre que un peuple, on l'éduque. Vous comprenez? Un peuple, c'est comme un enfant. On donne des directives à un peuple. Si ça ne tenait qu'à moi, tout ce qui est politique, tout ça, on met ça de côté, on construit d'abord notre pays. Vous comprenez? Monsieur Eric l'a rappelé. 1973, on était dans une culture de nationalisation, de gabonisation de l'économie. On avait à cette époque les grandes entreprises. Je suis très jeune, mais je vois quand même les vestiges de ces entreprises-là. On avait, comment est-ce qu'on appelle le Transgabonais, on avait l'Octra, on avait Socio, on avait Evegab, on avait AgroGabon. Alors, le président Bongo, à l'époque, il avait mis le privilège sur le développement de la grande entreprise. Et donc, les Gabonais apprenaient pour travailler dans la grande entreprise ou dans l'administration. Mais avec la vague de privatisation qui commence au début des années 1990 et avec le bouleversement des économies de plus en plus tournées vers l'entrepreneuriat, aujourd'hui, ce modèle-là est chaotique. Le modèle qui est le plus développé, c'est un modèle entrepreneurial. Et aujourd'hui, pardonnez-moi d'être un peu long, aujourd'hui, le jeune Gabonais qui va à l'école comprend que quand je pars à l'école, ce n'est plus seulement pour aller travailler en fonction publique, passer un concours, mais c'est également pour me mettre à mon propre compte. Quand il a compris ça sur le plan psychologique, il va se réveiller même à 4 heures pour aller chercher de l'argent. Et ça, il faut préparer le peuple à ça. Il faut faire sortir le peuple de la fonction publique et de l'entreprise pour faire comprendre que la coiffure que tu négliges, un salon de coiffure peut te faire rentrer 300 000 par mois, mais si tu as 10 salons de coiffure comme ça, dans ton Libreville, tu as 3 millions. Tu n'en vis pas un fonctionnaire. D'accord, monsieur Guéry. Alors, monsieur Eric, êtes-vous du même avis par rapport à l'éducation du peuple gabonais? Oui, je suis du même avis par rapport à l'éducation du peuple gabonais. Moi, je parcours les rues du Gabon, et précisément de Libreville. Vous allez un peu partout dans mes lives. Je vous montre toujours les jeunes Gabonais qui aujourd'hui qui se lancent dans le commerce. Les cotisses, la coiffure, la poissonnerie. Comme il a si bien dit, quand nous allons à Lambaréné, j'ai été surpris de savoir que tous les jeunes qui vendent le poisson au niveau du carrefour Isaac en face de la station, ce sont des jeunes Gabonais. Vous allez du côté nombre de pont, je ne connais pas bien Lambaréné, mais ce sont des jeunes Gabonais qui font du sable. Ce sont des jeunes Gabonais qui font du sable. Mais sauf qu'ils ont été butés par exemple par un problème de camion. Ils font parfois appel à nos frères expatriés qui ont comment on appelle ça, des véhicules. Des 10 roues, 6 roues et tout comme ça. Donc tu vois, ce sont des jeunes Gabonais qui vont dans le bruit, aller prendre du sable pour pouvoir revendre. Mais ils ne sont pas plus ou moins organisés comme une entreprise. Donc c'est à l'État, comme a dit mon jeune frère, de les éduquer, de les donner plus ou moins les moyens. Vous comprenez? Quand on arrive à Wendé dans mon quartier, il y a deux jeunes Gabonais qui ont des salons de coiffure. Moi, personnellement, au niveau d'Aoundé, j'ai un bar, j'ai un dépôt de boissons. J'achète chez le Libanais en gros, je peux le répondre en détail. Mais je suis Gabonais. Et en même temps, je fais de la plomberie. Donc, c'est pour dire que le petit Gabonais est à mesure. Mais sauf qu'il faudrait bien l'éduquer et l'accompagner. Dès lors, monsieur Eric, peut-on parler alors d'une reconquête économique? Tout à fait. Il faudrait qu'on aille vers la reconquête économique. Parce qu'aujourd'hui, même quand vous arrivez par exemple dans mon boîte à Wendé, vous voyez bien des jeunes étudiants qui vendent le Montouki, ce qu'on appelle vulgairement le Montouki, en plein rond-point. Parce qu'ils ont compris, il est étudiant. Il va à l'école, mais il comprend bien que si les parents sont plus ou moins démunis, il faudrait bien qu'il trouve de l'argent pour pouvoir continuer ses études. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il voit une belle en vendant son Montouki debout. Et parfois ils le font dans la rigolade, mais en retour, il gagne quelque chose. D'accord, monsieur. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de dire, l'éducation du peuple, la réappropriation des commerces de proximité, messieurs, ne pensez-vous pas que quelque part, ces Gabonais qui veulent se lancer peuvent également être freinés? C'est vrai qu'il y a des lois qui vont être établies certainement suite à ce que le gouvernement a décidé, mais ne pensez-vous pas que derrière, la corruption peut encore venir être un obstacle à cette action? Monsieur Nzeli, s'il vous plaît. Bon, je reviens toujours sur l'appropriation du commerce de proximité par les Gabonais. Mais il faut comprendre que c'est vrai, c'est ce que le gouvernement a pour volonté de mettre en place. Mais vous devez comprendre ce que dans tous les pays du monde, les citoyens, si vous partez aux États-Unis, vous allez remarquer qu'il y a des activités que les Américains ne font pas, que certaines nationalités font. Si vous partez en Suisse, vous allez remarquer qu'il y a ce que les Suisses font et que certaines nationalités font que les Suisses ne font pas. Pareillement en France. Partant en France, vous allez voir que certaines activités sont plus de nos étrangers et ça. Pareillement au Gabon. Ce que nous disons, c'est que les activités qui sont stratégiques et clés pour notre pays, le gouvernement mérite
mettre en application des lois qui vont renforcer notre économie. Et à côté de cela, mettre des infrastructures. Parce qu'on veut développer, comme mon frère disait ici, l'industrie de la pêche. Oui, mais ouvrir une école de la pêche, ça n'existe pas au Gabon. Pourquoi pas ouvrir une école de la pêche où on enseigne? Parce qu'en réalité, nos programmes scolaires, nos programmes de formation doivent rimer avec les réalités de notre environnement. Nous sommes un pays de la pêche. Pourquoi former des spécialistes du désert? Ce n'est qu'un exemple. Voilà. Donc, si nous avons des eaux et qu'on peut pêcher, on forme des gens dans le domaine de la pêche. Quelqu'un vient dans le centre national de la pêche, à Koulamoutou, à je ne sais pas où là, et ça va permettre aux gens d'exploiter. On doit former les gens dans le domaine du bois. On doit former les gens dans le domaine du littoral. On doit former les gens dans le domaine, et ça donc, pour permettre aux gens de s'approprier tous ces petits métiers-là. Et donc, Monsieur pour revenir sur la question, oui. Je vous propose de suivre un extrait du communiqué du porte-parole du gouvernement à ce sujet. Abordons la question du commerce informel. Le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercées par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petites envergures. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Cette mesure, mise en œuvre progressivement avec une période transitoire et l'appui des collectivités. On est nous sommes africains, ok? Mais on ne va pas voir les femmes gabonaises pleurer comme ça. Vous avez des places et eux, ils n'ont pas de place. Ce sera pas, ça va même pas exister. Qui discute vous ça, voilà, non. On dit, parce que ici, là, moi je vais tout le temps chez vous faire les courses au Bénin. Je n'ai jamais vu une femme gabonaise assise au Bénin avoir une place ou un box. Ça n'existe pas. Donc, il n'y aura pas de raison que ici, dans ce marché à Lambarine, moi, tu vois, nous voici là derrière. Que les moments là-bas, restés sont les places, vous allez avoir les places. Ça ne va même pas exister. Voilà, ça ne va même pas exister. Moi je vais à Cotonou, je n'ai pas vu une femme à Cotonou, et je n'ai pas vu une gabonaise avoir une place à Cotonou. Ça ne va pas se passer comme ça, vous n'allez pas avoir les places ici là. Je dis, vous n'acceptez pas que les autres ne vont pas les passer. Vous allez répondre au Bénin. Alors, Monsieur Nzingi, oui. Suite à tout ce qu'il y a eu sur la toile, les réactions des différentes communautés par rapport à la vidéo de Monsieur Eric, pensez-vous que c'était une bonne action ou une mauvaise? Bon, écoutez, nous condamnons fermement leur façon de procéder parce qu'il y a eu des réactions diplomatiques de la part du Togo. C'est vrai qu'ils sont libres. Du Bénin? Du Bénin, excusez-moi. Ils sont libres dans leurs actions, mais peut-être à filmer, ça n'a pas été très sage, c'est mon point de vue. Mais je comprends aussi d'une part la frustration des compatriotes. Pourquoi? Parce que, vous savez, longtemps, parce qu'il faut toujours poser la question pourquoi le Bénin? C'est la question qu'il faut vous poser. Pourquoi le Bénin? Pourtant, il y a des Togolais, il y a des Sénégalais, des Maliens, mais pourquoi il y a toujours ce problème entre Gabonais et Béninois? Il faut toujours faire un retour historique. Et on n'ira pas très loin. Dans le gouvernement d'Ali, il y avait un directeur de cabinet qui était béninois. Je ne vais pas citer son nom. Et je pense que les Gabonais ont cette rancœur-là. Et vous êtes Gabonais, vous avez vu qu'à cette époque-là, c'était un peu compliqué pour certains Gabonais. Voilà, de savoir qu'à la tête de leur pays, il y a un Béninois qui ne représente pas tous les Béninois, mais un Béninois qui avait sa façon de faire, qui avait sa façon de gérer, qui avait installé ses frères un peu partout. Et puis, à un moment, certains Béninois faisaient la loi au Gabon en disant que nous sommes plus Gabonais que vous, nous avons plus de pouvoir que vous. Et donc, ça a mûri une sorte de colère, une frustration de la part des Gabonais. Ce qui peut expliquer le geste des compatriotes à Lambarine. Donc, bien que du point de vue patriotique, c'est justifié, mais du point de vue des lois, de la diplomatie, c'est condamnable. Alors, Monsieur Eric, qu'avez-vous à répondre aux propos de Monsieur Nzeli? En tout cas, nous, dans notre jargon, on dit tous les moyens sont bons. Tout chemin mène à Rome. Même la division? Même la division pour nous amener jusqu'à Rome. On a été frustré par le comportement de, quand on dit la xénophobie. Oui, j'avais posé la question au général au niveau de Lambaréné. J'ai dit, quand j'avais en go, citoyen gabonais, subi une injustice au niveau du Sénégal, quelle a été la réaction des
des Sénégalais vis-à-vis de ce gars-là qui a pris de son argent pour aller investir au niveau du Sénégal, si je n'exagère pas, peut-être 300 millions. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais rentré dans ses fonds, non plus dans son entreprise. Il ne m'a pas répondu. Quand le Gabonais dit qu'on est xénophobe, il y a un exemple encore plus patent de la jeune Gabonaise qui vend à la gare, quand elle est allée vendre la sardine au niveau du mondial au Cameroun, mais on l'a racheté la sardine. On a arrivé à une Camerounaise qui a vendu et puis on l'a mis en cellule. Le lendemain matin, on a demandé de reprendre la voiture et elle est revenue au Gabon. Mais les gens n'ont pas crié sur la toile. Il n'y a pas eu de bruit. Il y a plusieurs cas comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est-à-dire que quand le Gabonais, lui, il réagit, on lui traite des xénophobes. Est-ce que ce n'est pas parce qu'habituellement, on considère les Gabonais comme étant des pacifistes? Oui, on le considère comme des pacifiques, mais on doit sortir de ce monde-là. Parce qu'on ne peut pas accepter d'être piétiné par les autres à tout moment. Nous, on a demandé de réagir. On a décidé plutôt de réagir. Et ne pensez-vous pas que cette réaction, justement, pourrait détruire la relation Gabon-Bénin? Non, elle ne pourrait pas détruire la relation Gabon-Bénin. Au contraire, les Béninois et les Gabonais vont s'asseoir et trouver un consensus. Arrêtez, c'est tout. Alors, M. Ndiengui, la relation Gabon-Bénin aujourd'hui, pensez-vous qu'elle ira de mieux en mieux ou qu'il y aura des frictions? D'accord, bon, moi je repense à la vidéo que j'ai eu à faire entre Omar Bongo et Mathieu Kirikou. Donc ça me fait rire. Bon, pour revenir sur la question, vous devez comprendre que le Gabon est dans le droit de prendre toutes les décisions qu'il veut sur le plan économique pour restaurer sa dignité économique, restaurer la dignité des Gabonais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les Gabonais ont longtemps été marginalisés. Les Gabonais ont longtemps été traités des paresseux. Les Gabonais ont longtemps, et comme le dit notre hymne national, c'est enfin notre essor vers la félicité. Et qui dit notre essor vers la félicité dit qu'on doit prendre conscience que nous avons un pays à développer, un pays à construire, une économie à construire, une culture à construire. Et pour cela, chaque Gabonais doit être responsable du développement de son pays. Et pour cela, le gouvernement est libre de prendre toutes les mesures qu'il veut. Ensuite, par rapport à ça, comme le disait le frère ici, lorsque le gouvernement prend des mesures, ces mesures doivent prendre le caractère des lois et ces lois-là doivent prendre le caractère d'une culture. Ça doit être parce que les mesures ne doivent pas s'arrêter aux mesures. Les mesures doivent devenir une culture qu'on doit imprégner dans l'esprit des Gabonais. Et cette culture doit même être enseignée à l'école. Il faut que ces secteurs d'activité-là soient enseignés à l'école. Voici ce que les Gabonais doivent exercer. Voici ce que les étrangers ne doivent pas exercer. Moi, je prends l'exemple pour soutenir ce qu'il dit. En Tunisie, ils ont des lois. Vous comprenez? Si la Tunisie prend une décision contre, par exemple, ceux qui ont les cafétérias en Tunisie, il n'y a pas quelqu'un qui va venir contester ça. Tu contestes, on te fout dehors. C'est bon? Pareillement en Algérie, pareillement en Libye, pareillement dans certains États. Parce que ce sont des États qui sont souverains, qui estiment que pour préserver notre économie, voici les activités que les étrangers doivent exercer et voici ce qu'ils ne doivent pas exercer. Pareillement au Gabon. Voici ce qu'on doit exercer, voici ce qu'on ne doit pas exercer. Mais rappelons que tout cela ne doit pas prendre un caractère xénophobique. Voilà, qui va aller jusqu'à dégrader les relations politiques et diplomatiques que les pays entretiennent. Et d'ailleurs, la relation Gabon-Bénin, comme je vous ai dit, c'est depuis 1970, cette relation, implicitement, elle est dégradée à cause des tensions politiques. C'est surtout le politique qui affecte beaucoup le plan économique. Maintenant, pour revenir à la question, est-ce que le Gabon est un pays xénophobique? Non. Et moi, je pense que la xénophobie, c'est une expression que j'aime pas trop, qui est utilisée souvent pour justifier l'injustifiable. C'est-à-dire que lorsqu'un pays va décider de rapatrier, par exemple, tous les expatriés qui sont ici, qui n'ont pas de papiers, ah oui, ils sont xénophobiques. Un pays va décider, non, le Gabon est souverain dans ses décisions, mais que les comportements individuels, mon comportement, le comportement de mon frère ici, ne doit pas nuire aux relations politiques et diplomatiques entre les pays. Les Gabonais sont souverains sur leurs lois, leurs décisions et tout ce qu'ils font. Pourquoi pensez-vous, M. Ndiengui, que cela suscite de l'émoi auprès des autres nationalités au sein de ce pays? C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, tous les Gabonais posent la question de savoir, quand le Cameroun prend ses décisions, personne ne réagit. La Côte d'Ivoire prend ses décisions, personne ne réagit. Le Sénégal et autres, la Tunisie. Pourquoi, quand ce sont les Gabonais qui prennent des décisions, ils sont souvent critiqués, ils sont souvent insultés, taxés des xénophobes, taxés des ceci, toutes ces choses-là. Il faut comprendre que c'est culturel. Et je suis très content parce que vous tous, vous allez revenir à mon discours, le discours de la culture. Un pays doit avoir une identité. Et c'est parce que ce pays-là, son identité a été dégradée qu'on n'a plus d'identité. Ce qui fait que on est au Gabon, on réagit en fonction des réactions des autres nationalités. Si on prend une décision, ben, les Sénégalais ne sont pas d'accord. Ah d'accord, changeons, il ne faut pas convaincre les Sénégalais. Si on prend une décision, les Camerounais ne sont pas d'accord. Ah non, il ne faut pas avec. Mais l'identité gabonaise, c'est laquelle? Et vous allez tous revenir sur cette identité. Donc le problème qui favorise ça, c'est parce que notre pays a longtemps, depuis les années 1970,
mis à la tête des dirigeants étrangers ou encore des responsables étrangers. Et ce qui fait que cette culture-là est restée comme ça. Voilà, on a mis à la tête des responsables étrangers, à la tête de certaines organisations, certaines entreprises, etc. Ça fait que l'esprit nationaliste a été tué. Et ce qui fait que quand vous avez habitué les gens dans un certain rythme, et du jour au lendemain, vous vous levez pour dire, bon, désormais, nous, on ne veut plus ces rythmes, on va changer. Écoutez, vous avez habitué à donner quelqu'un 100 000, et du jour au lendemain, tu lui donnes 10 000. Que tu le veux, le pays va bouder. Et donc, moi, je pense que maintenant, puisque nous sommes dans l'essor vers la félicité, c'est de faire comprendre ça, du point de vue culturel, l'identité du Gabon. Je vais prendre un exemple. J'ai regardé une vidéo de Makosso, l'influenceur Makosso, qui réagissait face à ces décisions en Côte d'Ivoire. Mais il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit, à Dubaï, tu ne peux pas aller ouvrir une entreprise en tant qu'étranger si dans ton entreprise, il n'y a pas un représentant dubaïote. Vous comprenez un peu? C'est l'identité du pays. Ça veut dire que quand je vais, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Et il faut que, au Gabon, on ait la capacité de dire, quand on est à l'étranger, au Gabon, c'est comme ça que ça se passe sur le plan économique. Au Gabon, c'est comme ça que ça se passe sur le plan culturel. Au Gabon, c'est ce qui fait l'identité du Gabon. Et c'est l'un des problèmes parce que le Gabon n'a pas d'identité. Alors, M. Eric, suite aux propos de M. Ndiengi, autrefois, sous Ali Bongo, on a pu constater que des étrangers ont occupé de hautes fonctions politiques. N'était-ce pas là le déclic de cette guéguerre? Mais comme a si bien dit mon frère ici, Chocolat de Fille, c'est un problème de culture. Vous voyez bien? C'est qu'on n'a jamais pris la culture en valeur. On ne l'a jamais mise en valeur. Les expatriés sont arrivés comme à Kombessi, et bien avant à Kombessi, même durant l'époque du Bongo, on a toujours donné ces expatriés-là le pouvoir souverain de ce pays. Et les ressortissants, dans les quartiers populaires, brandissaient toujours, on est plus gabonais que vous parce que ils étaient amis à nos dirigeants. En réalité, la faute revient à nos dirigeants. Hein? La faute revient à nos dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, après ça descend. Ça veut dire que le Premier ministre a pour ami un expatrié qui fait de lui son homme de main. Et son homme de main au quartier a son homme de main au quartier qui est expatrié comme lui. Donc toi, petit Gabonais, quand tu as un problème avec cet expatrié-là, et tu comprends, mais tu n'as pas d'issue. Parce que lui, quand il porte plainte, c'est son ami, qui est l'ami du ministre qui va intervenir, et le ministre ne peut jamais intervenir à ta faveur. Donc, le problème commence par là. Et après, on le descend, on a des présidents qui ont des femmes, comme par exemple, à l'époque de Bongo, Bongo avait dit, plutôt avec Passan Gabani, Passan Gabani, il va prendre Edith. Et les Congolais ont le monopole. Est-ce que vous comprenez? On quitte le Bongo, on arrive à une Bongo, à une Française. Une Française aujourd'hui qui est amie avec les expatriés ont le monopole. On prend combien si quelqu'un est illettré comme moi, je ne sais même pas, les gens qui travaillent le bord de nuit là. On lui a même déjà directeur de cabinet. Quelqu'un qui ne sait ni écrire comme moi, qu'est-ce qu'il fait? Mais il va abuser de son pouvoir. Et il a de l'argent. Il achète qui il veut. On organise des marches au nom de la Combessi. Et on savait bien que dans les quartiers, tu ne pouvais pas toucher un expatrié. Donc sur quoi 1 million? Ne nous voyons pas la face. La chance aujourd'hui qu'on a, c'est que, puisque le théorique il est arrivé, ben, il a ces deux femmes gabonaises, ça veut dire que l'économie de ces deux femmes-là tourne au pays. Une est de Koulamoutou, si elle veut investir, elle va l'investir à Koulamoutou. L'autre est de Kango, si je ne me trompe pas, si elle va l'investir, comment on appelle ça, à Kango. Quand on prend les plus grands investissements de la défunte Edith Lucie Bongo, c'est là où c'est. Allez-y voir le lieu. Allez-y voir le lieu aujourd'hui. Au lieu est mieux conçu que mon village, comment on appelle ça, Adila, ou soit Iya. Mais avec quoi? Avec l'argent du contribuable gabonais. Allez-y voir cet ancien monsieur là qu'on appelle le mari de Dossou là. C'est monsieur Dossou là. Monsieur Dossou. Allez-y voir ce qu'il faut Bénin avec l'argent du contribuable gabonais quand il a géré le pétrole du Gabon. Donc, nos dirigeants ont une part de responsabilité. Et comme a dit mon frère ici, c'est qu'il faut revenir dans la culture gabonaise. L'identité, on l'a perdue. Aujourd'hui, tu vois les jeunes, même les jeunes sœurs aujourd'hui là. Beaucoup n'arrivent pas à faire le manioc. De même matin, on vous dirait que le manioc va coûter peut-être 10 000 francs un bâton de manioc. Parce que dans 10 ans, la culture du manioc n'est plus appliquée. Quand on te regarde si bien que tu es, c'est sûr et certain que tu ne veux pas de manioc. Mais c'est une culture qu'on a en train de perdre. Les jeunes aujourd'hui ne vont plus en bourse. Quand tu demandes, on va en bourse, on dit, oh non, pas moi. Moi, je suis TikTok, tu ne me vois pas rentrer en bourse. Donc, tu vois, on doit reprendre cette éducation, comme dit mon frère. C'est une éducation que le gouvernement doit reprendre. Toi, bon monsieur, tu ne fais pas l'école, non, oui. On vous oriente dans tel domaine. On vous oriente dans les petits métiers. On doit créer des centres.
On doit créer des centres de formation. On doit prendre des mamans qui savent faire du manioc et prendre des filles qui sont désœuvrées dans la rue pour leur dire que non, toi tu es un enfant, non, encore ton enfant là-bas. Et on apprend la culture du manioc. Parce que dans les années à venir, et rassurez-vous que dans les années à venir, quand je regarde bien les jeunes filles d'aujourd'hui avec les longues mèches, mais demain matin, l'offre et la demande, le manioc pourrait coûter 5 000 francs. Celui qui est vendu aujourd'hui à 300 francs. Parce que plus aucune jeune fille ne saurait faire le manioc. Merci, Monsieur Eric. Je vous interromps un instant pour que nous puissions suivre les réactions des différentes nationalités sur la toile. Attends, les Gabonais là, vous vous prenez pour qui? Vous là, vous vous prenez pour qui au fait? Parce que nous on n'arrive pas à comprendre. Le Gabon là est plus mieux que quel pays ici en Afrique. Et c'est grâce aux étrangers aujourd'hui là. Les Gabonais là, vous arrivez à faire plein de choses. Parce qu'on se sent en Afrique, parce qu'on se sent entre nous, nous sommes un peuple. Voilà pourquoi les gens se déplacent pour aller où ils veulent, parce que nous avons la même couleur de peau. Si aujourd'hui vous allez vous lever pour dire aux Béninois qui n'ont qu'à rentrer chez eux, n'ont qu'à aller faire ça là, est-ce que le Gabon est plus développé que le Bénin? Quand vous regardez le Bénin là, le Gabon peut s'arrêter devant le Bénin, malgré vous avez pétrole, malgré vous avez tout là-bas. Vous ne voyez pas le développement du Bénin, ou bien nous commettons un temps, vous ne voyez pas ce qui se passe au Bénin. Bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien. S'il vous plaît la famille, écoutons un peu la chose qui s'exprime là. Bonjour, chers frères béninois, moi c'est Rams. Je fais cette vidéo pour dire à mes frères béninois résidant au Gabon, patientez-vous, calmez-vous, ne vous agitez pas. Vous savez que le Bénin ne mange jamais la honte, comme on le dit en langue vernaculaire. Béninois nous louons point. Ce que j'aimerais vous demander, son Excellence Guillaume Athanas Patrice Talon, la diplomatie, n'essayez même pas cela. Parce que je crois qu'avec Oligui, la diplomatie ne marche pas. Nous allons le montrer que au Bénin, nous sommes forts. Que le Béninois, là où il est, on n'humilie jamais un Béninois. Oui, fidèle, mina de bobina, c'est les binier. Mina c'est les binier, boye de sunamo. Nenamo sakwata. Niamsi et à sa bande de panafricanistes de merde là. Que le Gabonais et le Gabon n'a pas besoin de vous. Ou bien de votre clairvoyance qui sont de venir parler des problèmes des Gabonais. Parce que nous-mêmes, on a chassé Ali Bongo. Nous, les activistes du Gabon. On n'a pas eu besoin des panafricanistes de merde. Donc, mêlez-vous des bêtises que vous faites ailleurs. Laissez le Gabon loin de là. Au Bénin Kouma, quand vous écoutez votre frangin bête là, s'exprimer, manquer de respect. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas... De retour sur ce plateau, Monsieur Ndiengui, quelle analyse portez-vous par rapport à toutes ces réactions? Bon, écoutez, vous n'allez pas développer un pays avec les réactions des gens qui sont sur TikTok. Vous comprenez? Pour des Gabonais qui se respectent, vous ne pouvez pas prendre en considération de telles bêtises. Voilà, quelqu'un prend son téléphone depuis le Bénin ou quoi que ce soit pour raconter des bêtises. Ça ne change pas la direction du Gabon. Vous comprenez? Et donc, ce sont des propos qu'il ne faut pas tenir avec... il ne faut pas prendre de la considération. Mais autre chose, ces propos sont révélateurs de beaucoup de problèmes. Vous savez, moi je ne fais pas de la politique, je ne m'intéresse pas à tout ce qui est politique, mais j'ai vécu quand même entre la période 2020 à 2023, pour la première fois dans ma vie, parce que j'ai connu le gouvernement d'Omar Bongo, Ali Bongo, Omar Bongo, Rose Francine Regombe, Ali Bongo, ensuite Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais je rappelle que lorsque Brice Clotaire Oligui Nguema arrivait au pouvoir, le Gabon était chaotique. Et ça, je préfère vous le dire. Hein. La politique migratoire était chaotique. La sécurité intérieure chaotique. Et déjà, nous-mêmes, on pouvait l'observer avec les émeutes à Mwanda, à Port-Gentil. Ça montrait que le pays était vraiment affaibli sur tous les plans. Et par rapport à ce que vous dites, oui. Effectivement, Monsieur Ndiengui, oui. Pensez-vous que Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de ce pays pourra permettre au Gabon de se... J'en viens, comme je dis, moi je ne fais pas de la politique, j'ai une posture purement neutre, j'analyse, voilà. Le pays était chaotique, et surtout au niveau de la sécurité, parce qu'on ne peut pas construire un pays avec, tout le temps c'était des braquages, c'était des, voilà, toutes ces choses, vente de la drogue, tout ce qu'on pouvait retrouver, c'était infernal. Ils sont venus, je remarque, tous les jours ils arrêtent des braqueurs, ils ont rétabli la sécurité. Ils doivent maintenant mettre l'accent, et là je félicite nos forces de l'ordre et de défense, notamment la marine, l'armée de l'air qui sont dans les frontières partout, pour sécuriser nos frontières, pour réduire le flux migratoire en direction du Gabon. Ça sont des mesures déjà qu'il faut prendre pour... Parce que quand vous voyez des réactions, ils disent, bon, si on a envahi votre pays parce que vous êtes paresseux. Non, ils n'ont pas envahi notre pays parce que nous sommes paresseux, parce que on a eu la faiblesse des institutions en matière de politique migratoire. Si les frontières ne sont pas suffisamment sécurisées, il y a cette tolérance-là. On attrape par exemple des migrants qu'on ne renvoie pas, on les laisse, et ces gars-là deviennent des travailleurs, par exemple dans les champs de certains hommes politiques, toutes ces choses. Mais ça affaiblit le pays. Alors, il y a un message que je voulais lire, si vous me permettez, je ne sais pas si j'ai le temps. C'est un message qu'un ami burkinabé m'a envoyé.
par rapport à tout ce qui se passe là. Et je voulais apporter mon point de vue pour montrer à quel point le Gabon doit être sérieux dans la prise de ses décisions et faire en sorte que ces décisions deviennent des comportements culturels. Je vais vous lire rapidement le message, il n'est pas long. Alerte. Donc c'est un groupe burkinabé ou je ne sais pas trop béninois. Alerte. Une politique d'apatride anti-africain instaurée au Gabon par Oligui Nguema. Il est inacceptable qu'en 2025, un dirigeant africain ose mépriser des ressortissants d'autres pays du continent. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est déroulé. Vous voyez, je ne sais pas où il y a eu mépris. Je ne sais pas si on pèse des mots sur la toile quand on vient dire un président méprise. Pourtant, les Tunisiens méprisent. C'est bon, les subsahariens. On les expatrie, on les laisse à la frontière en Libye, on les chasse. On a vu ça tous à la télé. Il n'y a pas eu de réaction pour dire, voilà, toutes ces choses-là. On voit ça en Algérie, on voit ça en Libye, où des Ivoiriens, des Camerounais sont vendus en esclavage. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas vu toutes ces réactions. Je vais lire, je commente ici, ressortissants de pays. Ce comportement rappelle des heures sombres du passé qu'on croyait révolu. Je rappelle à tous les Africains concernés, si vos citoyens sont maltraités par le régime d'Oligui Nguema, mais c'est très grave. Vous voyez, de tels propos, peut-être que je ne vais pas terminer, mais vous voyez que c'est ce qui se raconte sur la toile, que le Gabon prenne des décisions. Alors ça veut dire qu'on maltraite X ou Y. Je rappelle qu'aucun étranger n'est maltraité au Gabon. Ils sont placés sous la sécurité de l'autorité gabonaise conformément aux règles de coopération, aux accords diplomatiques et les accords de coopération en matière judiciaire et en matière de sécurité que l'État établit avec ces pays. Je rappelle qu'il y a, de la même façon qu'il y a des consulats et des ambassades ici, il y a des consulats et des ambassades du Gabon ailleurs. Donc ne prenez pas un petit problème entre des communautés dans un quartier pour en faire un problème diplomatique et politique. Et ça, nous refusons ça. Et ça, je vais vraiment mater cette rébellion-là pour faire comprendre à certaines personnes que chaque État est souverain. Souverain de prendre ses décisions politiques, souverain de prendre ses décisions économiques, souverain de prendre tout ce qu'il y a. Et vous avez eu la chance peut-être de tomber sur un président qui est encore un peu plus souple, un autre très rigoureux. Je prends en Guinée équatoriale, juste en Guinée équatoriale à côté. Vous avez vu comment on a expulsé les Camerounais? On a expulsé. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des pays où même tu es marié avec comment est-ce qu'on appelle ça, une ressortissante de ce pays-là en état étranger, c'est interdit. Et donc je pense qu'il faut revenir sur ça, rebâtir la culture, restaurer la dignité, parce que la dignité c'est d'abord notre identité en tant que Gabonais. Et donc pour ce faire, ne vous basez pas sur des commentaires de voyous comme ça sur la toile. Merci beaucoup, M. Ntengui. Oui. Alors, M. Eric, êtes-vous du même avis par rapport aux commentaires qui fusent sur la toile? Non, moi je ne suis pas du même avis, parce que moi je suis un activiste, donc on vit plus ou moins de la toile de cette guerre-là, qui est dans tous les pays. Pour moi, c'est que ils nous ont traités de paresseux, et que nous on ne peut pas prendre notre économie en main. Logiquement, il faut qu'on nous mette devant le fait accompli. On va d'abord prendre tous ces étrangers-là, ils vont aller d'abord chez eux, et on verra si vraiment nous, on est paresseux ou on n'est pas paresseux. Parce que moi je veux que, j'aimerais bien que les Gabonais puissent relever le défi. Mais nous ne pourrons pas relever le défi s'il y a encore des expatriés dans notre pays. Parce que s'il n'y a pas manque de sardines, il n'y a pas manque de poissons. Ils diront justement, si vous mangez là, c'est à cause de nous. Donc moi, si j'étais à qui veut l'entendre que si le président du Clotaire Oligui Nguema peut me donner le pouvoir pendant 3 mois seulement, on signe les accords. Il me laisse président pendant 3 mois et après il reprend son pouvoir. Moi, je ne veux pas tous les expatriés. J'ai des amis expatriés. Mon plus grand ami qui est expatrié, vient en France, on communique le plus souvent, il s'appelle Omar Liassou. Je lui dis que mon frère, là on parle du Gabon. Le Gabon c'est mon pays. C'est pas de notre petite amitié. Quelqu'un fait le béninois d'abord, il rentre d'abord chez eux. Mais maintenant si un moment donné arrive que les Gabonais ne peuvent plus, on va dire bon, on est soufflé, sans vous on ne peut rien révéler. Dans le cas contraire, si on peut relever le défi, que eux restent chez eux et que nous autres on reste chez nous. La Corée du Sud que vous voyez ne sont pas nombreux. Mais la Corée du Sud, nous sommes très bien Corée là. Merci, M. Eric, pour votre analyse. Voilà, messieurs, c'était là votre mot de fin. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce débat qui nous a permis de mettre un éclairage sur une question qui divise. Restez connectés sur Media Afrique News et à bientôt.